Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce lundi soir fin de Mercato, tout juste il y a trois quarts d'heure de ça, et on a eu la bonne surprise il y a un peu plus de 30 minutes d'avoir un post de la GIA annonçant la fin du Mercato, la clôture du Mercato, alors que on a bien dégraissé, on y reviendra dans une deuxième partie de l'émission. On va d'abord débriefer le match face à Nantes, la défaite, deuxième défaite de rang avant la trêve. On va parler un petit peu de tout ça. Ce soir, on est en très bonne compagnie encore une fois, mais surtout un trio 100% au Serrois, pas de Nantais pour cette émission. C'est pas plus mal, on va pouvoir parler pas mal du mercato de la GIA. Et ce soir, c'est un revenant. On a enfin réussi à se mettre d'accord et à trouver un créneau en commun. Alex, comment vas-tu? Oui, toi, Elliot, merci pour l'invitation à chaque fois. Certes, des fois un peu compliqué, mais ravi de revenir dans l'émission. Écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir en tout cas, et je sais que tu as beaucoup de fans sur les réseaux sociaux. Ils vont être très contents de te voir ce soir. Et pour finir le trio, confirmez-moi dans le chat hein, qu'on entend bien, qu'on m'entend bien, qu'on entend bien aussi Alex. Et le troisième, bien sûr, l'Iconé qui revient. C'est un habitué, ça fait plusieurs fois qu'il vient dans l'émission. Comment ça va? Mais ça va. Bon, je suis un peu dépité du départ de Théobert, mais ça va, on va faire avec. Et oui, on a vu que tu avais mis le maillot Ouais, c'est du pour lui Canada rendre hommage. pour lui rendre hommage. On y reviendra dans une seconde partie avec ses départs à répétition dans la dernière journée de Mercato. Eros Madi, Victor Mayela, Théo Berrado, Naïwou. On y reviendra surtout sur ce tweet qui nous fait tous réfléchir et qui fait jaser dans la communauté, disant que le Mercato est terminé. On va y revenir dans une deuxième partie. Avant ça, on parle un petit peu du déplacement à la Beaujoire. Alex, si tu veux nous parler de la compo avec une sorte de 4-4-2, 4-2-3-1, changement de système pour Pélissier qui est quand même adepte depuis un certain temps maintenant de la défense à 5. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé toi à la sortie de la compo? C'est une surprise parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir une défense à 4. Après, du coup, on en reviendra, j'imagine, en parlant du match en lui-même. Mais c'est vrai que c'était, sur le papier, en tout cas, une belle surprise et montrer tout de suite que face à un concurrent direct, bah, voilà, on était sur une partie assez offensive, qu'on voulait aller tout de suite aller de l'avance, qu'on a vu aussi sur le match. Donc, c'était plutôt intéressant de voir qu'on n'était pas fermé sur une seule compo et qu'on pouvait essayer d'autres choses justement face à des concurrents directs. Ouais, c'est vrai, Pélissier l'a dit en conférence de presse d'après-match, c'était pour tester quelque chose, avoir un peu plus d'allant offensif. Après, concrètement, il y avait aussi, l'Iconé, cette justesse derrière, Diomandé, Ocho qui était parti justement, on en parlera aussi, qui fait partie des départs. El Azouzi revenait tout juste dans le groupe. Euh, voilà, Pélissier a pas dit que c'était un choix par défaut, il a dit que c'était un système, une animation qui pouvait être mise en place. Est-ce que toi, selon toi, sur ce match-là, c'est plutôt quand même un choix pour privilégier les joueurs en forme? Bah, c'est vrai qu'il nous a pris à contre-pied, Pélissier, parce que c'est vrai qu'avec le retour dans le groupe d'El Azouzi, on s'est dit, bah, en plus, on avait vu ça en match amical, on s'est dit, bah, Azouzi va glisser dans ce rôle d'hybride de troisième défenseur centraux et monter un cran au-dessus. Moi, ce 4-4-2 ou 4-2-3-1, j'étais très, très content. Parce que, alors, c'est vrai que j'avais un peu des craintes au niveau défensif, mais je me suis dit, au moins, devant, ça va pouvoir combiner. On a des belles armes offensives. Bon, après, il y a le gardien en face qui a encore sorti le match de sa vie. Mais non, non, la compo, j'étais très satisfait et je pense que, alors je sais pas si avec cette contre-performance, Pellissier va rebasculer dans un autre schéma, mais j'ai bien aimé ce qu'on a vu. Alors forcément, ça demande encore à être travaillé parce qu'on sentait que ça manquait un peu d'automatisme et c'est aussi parce qu'on a beaucoup de nouvelles recrues. Mais je trouve que dans le jeu, on était plutôt cohérent. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. On y reviendra juste après dans les performances collectives. Lohan qui nous dit c'est ici la soirée de la déprime. Mais non, on va essayer de retrouver le sourire. On va essayer de voir le verre à moitié plein. Même si effectivement, ça va être compliqué, surtout sur le plan mercato. Avant ça, parlons un petit peu des performances collectives. Quand même, côté AGIA surtout. Alors donc ce soir pas de Nantais, on va pouvoir passer un petit peu plus vite sur le côté nantais, même si on va pouvoir donner nos ressentis sur cette équipe nantaise. Alex qui nous en a parlé dans les backstage, qui nous a dit être assez déçu de cette équipe nantaise. Avant ça, parle-nous un petit peu de la GIA. Comme l'Iconé l'a dit, Alex, une prestation plutôt encourageante, finalement, comme la semaine dernière face à Nice. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est deux matchs où au final on n'est pas trop payé comptablement. On fait des prestations qui sont quand même globalement intéressantes, on le voit au niveau des tirs, même de la possession du coup pour ce match-là, au niveau des tirs cadrés. Et c'est vrai que
que ça soit Yevan Diouf la semaine dernière ou Anthony Lopez du coup cette semaine, on est tombé quand même sur deux gros gardiens. Donc non, c'est sûr que c'est intéressant sur les deux prestations qu'on a montrées. Mais malheureusement, ouais, ça fait deux défaites à l'arrivée comptablement. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on se dit que sur ces deux matchs, il y avait la place d'aller chercher quelque chose. Ouais, il y avait la place d'aller chercher quelque chose, c'est vrai. Et sur cette équipe nantaise, toi, tu disais être assez déçu de la prestation à la Beaujoire. Bah, c'est vrai que du coup, enfin, je me mets un peu à la place des supporters nantais. C'est vrai que je parlais un peu de la possession et du nombre de tirs. C'est vrai que face à un concurrent direct au maintien, avoir que 42% de possession, alors ça te suffit du coup sur ce match pour avoir les 3 points. Mais quand tu dis que tu essaies de proposer un peu de jeu pour enthousiasmer tes publics, pour les emmener avec toi, c'est vrai que là, avec 42% de possession et je crois 4 tirs ou peu plus. C'est vrai que c'est un peu compliqué, je pense, pour eux sur ce genre de match. Et je me dis que contre les gros, ça va être difficile, du coup, en proposant si on va dire si peu de contenu, c'est peut-être un peu sévère, mais c'est vrai que contre un concurrent direct, pas avoir tout ça et se dire qu'ils vont devoir affronter quand même des bien plus gros que nous, ça paraît quand même bien complexe. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Nantes, c'est censé être une équipe de notre championnat. On est censé être une équipe du leur aussi. La concurrence au maintien. On sait que c'est une équipe qui a quand même recruté un petit peu cet été et qui attendait surtout le départ de Mathis Sabline. A priori, j'ai rien vu d'officiel encore sur un potentiel départ de Mathis Sabline. Il était conservé, on va dire, jusque-là, pas encore de titularisation. Il a quand même fait une bonne entrée. On connaît les qualités du joueur contre la GIA. Mais effectivement, ça va être une équipe qui va avoir du mal dans certains matchs. Voilà, il y a quand même des joueurs, alors des bonnes surprises comme Yacine Benatab par exemple sur le côté. Mais voilà, Nantes effectivement pas très porté vers l'avant, on peut le dire contre la GIA. L'Iconé de ton côté performance collective de la GIA, justement on parlait de ce changement tactique. Est-ce que tu as trouvé ça plutôt cohérent toi? Ouais, ouais, carrément. Ben, en plus, on le voit dans les stats. On s'est créé énormément d'occasions. Je crois qu'on a tiré une bonne dizaine de fois. Après, Lopez sort les arrêts qu'il faut. Il sort des sacrées parades. Mais le seul, on va dire, entre guillemets, le petit regret que j'ai, c'est pour moi, et je dis ça sans vouloir faire offense aux supporters nantais, mais pour moi, leur point faible, c'était leurs deux latéraux, Koza et Amian. Alors, autant Haussmann, il a bien travaillé Amian sur son côté, autant Casimir, je l'ai trouvé en difficulté. Et Koza, voilà, je pense que c'était vraiment là où fallait insister sur ce côté-là pour faire mal aux Nantais. Je trouve que Casimir l'a pas assez fait ou alors mal, mais non, après, dans le reste, j'ai trouvé ça plutôt cohérent. Après, c'est vrai que le placement de Dani Namasso, un petit peu compliqué. Par moments, je trouvais on manquait de présence au milieu de terrain. Mais dans l'ensemble, si on est un peu plus réaliste dans la surface nantaise et que nous, on leur donne pas le but, bah, et c'est frustrant parce que encore une fois, on perd un match, mais dans le contenu, il y a des choses intéressantes. Alors, il y a des choses à retravailler, c'est clair et net. Mais dans le contenu, moi, je suis satisfait. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à prendre des points en gardant ce genre de contenu. Ouais, je suis d'accord avec vous sur le côté encourageant et la prestation d'ailleurs contre Nice, elle l'était aussi hein, encourageante, on l'avait dit la semaine dernière, mais finalement dans le contenu, elle était bien meilleure que celle contre Lorient. Après moi, pour parler purement collectivement, je trouvais quand même que même si Pellissier avait dit et Namasso a dit à la mi-temps que c'était un schéma qui était travaillé à l'entraînement, etc., ce 4-2-3-1, j'ai trouvé quand même des manques d'automatisme sur certains joueurs, on reviendra après sur les performances individuelles, mais en tout cas, des manques d'automatisme, notamment, tu l'as dit, Liconé, sur le placement de Namasso. Quand il est arrivé, Pellissier a dit qu'il s'attendait à ce qu'il marque comme un 9 et qu'il se positionne comme un 10. Euh, Là, j'ai eu du mal vraiment à voir l'apport de Namasso dans l'entrejeu. J'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement performant dos au jeu pour se retourner sur une première touche. L'orientation du corps est pas particulièrement bonne. Et en même temps, euh, il était finalement partout mais nulle part. C'est-à-dire que il était rarement à la conclusion d'une action. Alors il y a son face-à-face qui loupe face à Anthony Lopez, on y reviendra. Mais il était rarement à la conclusion des actions. Mais en même temps, il était assez rarement dans la construction du jeu. C'est un positionnement hybride, sachant que à Porto, il était un peu par défaut, mais mis souvent dans le plutôt demi-espace gauche quand il rentrait. Mais voilà, moi je l'ai senti un peu perdu dans cet entrejeu. C'était son premier match à ce poste-là, c'était sa première titularisation à Auxerre. On va pas commencer à lui tirer dessus.
mais dans ce positionnement-là pur de faux neuf, en fait, de neuf de meneur de jeu qui tourne autour de la Sinayoko. J'ai trouvé que ça manquait d'intérêt finalement et d'automatisme. Et comme le dit Azoptic dans le chat, moi je trouve qu'on a été meilleur à 5, enfin qu'on est meilleur à 5 déjà parce qu'il y a plus d'automatisme, et en plus, euh, parce que finalement, ce schéma à 5 permet quand même dans énormément de phases d'avoir énormément d'hommes, de joueurs, pardon, euh, devant. Parce que avec des pistons qui montent, parce qu'avec Kevin Danois qui se projette, on l'a vu, parce qu'avec des ailiers qui rentrent, et finalement, ça permet sur les phases avec ballon beaucoup plus d'allant offensif. Là, effectivement, il y avait un 4-2-3-1 avec 4 offensifs sur le papier. Mais finalement, du coup, on a vu Danouma avec un rôle un peu plus en retrait. Ça correspond sûrement plus à ses qualités, mais finalement, j'ai trouvé moins d'automatisme et ça nous a pas forcément réussi. Après, est-ce que Pélissier compte mettre ce type de schéma contre les équipes de notre championnat, on va dire? Il avait essayé la saison dernière, je m'en rappelle, et repasser sur une défense à 5 avec un peu plus de solidité contre les gros. Parce que c'est pareil, on voit vraiment, personnellement, je trouve que on a des joueurs en défense qui sont vraiment faits pour une défense à 5. Mensah, c'est un piston. Akpa est vraiment meilleur en centrale gauche. Là, il a été perdu, mais on reviendra après sur les performances individuelles. C'est vrai que je m'égare un peu, mais sur l'automatisme défensif, j'ai trouvé que ça manquait vraiment, vraiment de coordination. Ça manquait de communication aussi entre Akpa et, et Sierralta, pardon. Ce qui nous amène notamment ce but dès la 8e minute, si je me trompe pas, avec une erreur totale d'alignement. Alors certes, une perte de balle très haute, ça y a pas de souci, mais une erreur d'alignement avec Sierralta qui sort très vite, qui peut justement, dans une défense à 3 se permettre de sortir très vite, d'aller couper la ligne de passe, puisqu'il a deux joueurs qui vont pouvoir venir couvrir derrière lui. Là, pour le coup, il a que Akpa qui est obligé de faire la course latérale. Finalement, il revient pas. Casimir aussi qui est un peu à la bourre. Donc voilà, c'est vrai que ça a été difficile, je trouve, sur le plan défensif et en même temps offensivement. Même si effectivement, comme le dit Lohan dans le chat, je trouve qu'on a un peu plus vu Namasso en deuxième mi-temps. Euh, et ben ça a été compliqué aussi dans les automatismes offensifs. Voilà, je vous ai un peu raconté ma life, mais voilà mon ressenti sur la performance collective. Et je suis pas convaincu qu'à la reprise, en tout cas, on verra cette équipe en 4-2-3-1. D'autant plus avec les solutions sur le devant de l'équipe qui vont sûrement manquer à un moment de la saison. Va falloir s'adapter à mon avis avec trois attaquants parce que déjà, enfin quatre, ça va être vraiment compliqué. On y reviendra après. Mais voilà, je suis pas convaincu qu'on reste sur une défense à 4, surtout, et je l'ai vu dans le chat, avec le bon match d'El Azouzi. Je sais pas qui en a parlé dans le chat, mais c'est vrai que Rafno, voilà, El Azouzi qui a fait quand même un très bon match, on y reviendra. Enfin, on va y revenir d'ailleurs assez vite dans les performances individuelles. Si on a dit tout ce qu'on voulait sur les performances collectives, Alex, je te laisse y aller sur les joueurs qui t'ont plu et puis tu peux aussi faire un parallèle avec l'équipe de Nantes. Bah, ce qui m'a plu après, je pense que c'est sur ce genre de match, enfin, je trouve en tout cas, c'est compliqué d'en citer vraiment un parce que du coup, je trouvais que c'était vraiment collectivement où on a montré enfin, de la dangerosité. Je trouve que bah, depuis quelques matchs, quand même, ça va beaucoup mieux pour, par exemple, Kevin Danois qui revient mieux que sur la prépa où on se disait que c'était un peu compliqué, même contre Lorient. C'était quand même pas simple. Et là, je trouve que sur ces deux derniers matchs, il revient quand même très bien. Et c'est important parce que du coup, avec le milieu Ovuzu danois, on retrouve vraiment notre milieu qui marchait pas trop mal. Alors certes, c'est que deux et c'est milieu, enfin de base qui sont plutôt à vocation défensive, donc c'est pas eux qui vont forcément faire le jeu, mais c'était quand même important à la récupération et tout ça, donc je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Danois qui monte en régime et qui va retrouver ses standards de la saison dernière. J'en profite pour vous remercier tous d'être là encore, ça fait plaisir. C'est une quatrième émission qu'on enchaîne avec
des super résultats, plus de 40 personnes, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous d'être là et d'être aussi actifs dans le chat. Euh, Si, ouais, bah, j'en parlerai après de mes coups de cœur, on va dire, individuels. Alex, côté Nantes, quand même, bon, on l'a dit, Lopez, si tu as un autre nom à donner, joueurs qui ont été pas mauvais. On en parlait un peu avec l'Iconé, c'est vrai que le Penant a été Ouais, aussi intéressant, mais c'est vrai que ouais, Lopez a fait vraiment le top match. Je pense que pour citer vraiment que lui, il est dans l'équipe type, l'équipe de la journée avec une note quand même de 8 sur 10. Donc ça montre que bah, malheureusement, il nous a bien fait chier hein, pour parler vulgairement. Mais c'est vrai que du coup, ouais, on a pu voir bah, dès la 5e minute, on se crée une très grosse occasion. Donc c'est vrai que ça peut quand même basculer bien le match, surtout qu'on se prend le but rapidement après justement cette occasion. Donc c'est vrai que dans les têtes, c'est un peu plus compliqué après. Mais ouais, je pense que Lopez en top numéro 1 et puis après le Penant ouais, qui est intéressant. ouais, je suis d'accord avec toi. Le Penant, d'ailleurs, qui avait été annoncé un temps côté AJ avant de rejoindre le FC Nantes en prêt, puis en transfert définitif depuis Lyon. Joueur que moi j'avais adoré quand on l'avait joué en Ligue 2 avec Caen. Caen qui a toujours des bons petits milieux. Noé Le Breton, je sais pas s'il a trouvé un autre club que Caen. Je sais pas s'il a baissé en régime. En tout cas, quand on était redescendu en Ligue 2, j'avais adoré Noé Le Breton. Voilà pour. T'as dit quoi, Alex? Quand à l'époque, bon, ça remonte un peu plus, mais Oui, dans c'est nos vrai. années Ligue 2 aussi, C'est bon, vrai. il nous avait blessé sur un, mais bon, ça c'est un autre problème. L'Iconé côté performance individuelle, les joueurs qui t'ont plu côté AGA et puis après côté FC Nantes. Côté nantais, bah, on l'a dit, mais le Penant, forcément, j'ai bien aimé son impact dans le cœur du jeu, Lopez, et même je vais rajouter la charnière centrale, Tati et Awaziem, parce que Sina, il a eu du mal, il a eu un peu plus de mal pardon, sur ce match-là, surtout parce que la charnière centrale pardon, était très bonne côté nantaise. Après, nous, de notre côté, j'ai bien aimé Senaya. Pourtant, depuis le début de saison, je suis assez sévère avec lui, mais je trouve que dans ce système-là, à 4, mais je trouve qu'il est plus à l'aise. Je trouve qu'il monte en puissance, donc à suivre. Dans les joueurs qui m'ont plu, il y a Danois aussi. Pareil, il monte en régime. On voit que c'est vraiment notre pièce maîtresse au milieu de terrain. Haussmann aussi, j'ai bien aimé. Il a beaucoup tenté, il a beaucoup provoqué. Alors, il y a du déchet, certes, mais au moins, il a le mérite d'essayer de créer des situations. De personnes aussi qui fait un match correct. Bon, sur le but, il peut pas grand-chose. Après, je trouve que son match reste quand même globalement correct. Et dans mes flops, entre guillemets, Owusu, je l'ai trouvé un petit peu. Alors, des fois, j'ai l'impression que ça vient que de moi parce que depuis le début de saison, je regarde Owusu et dites-moi si je me trompe, mais moi, j'ai l'impression qu'il est un petit peu en baisse de régime. Je trouve qu'il n'a pas le même apport qu'il avait la saison dernière. Et notre charnière centrale, Serral Takpa, ça a été très très compliqué. Serralta, on l'a vu que sur la profondeur, c'est extrêmement compliqué. Et ouais, Azouzi qui a fait une bonne entrée. Et je trouvais ça un peu risqué de le mettre dans une défense à 4. Et je trouve qu'il a complètement effacé le match de Serralta. Donc j'ai bien aimé la rentrée d'Azouzi. Ouais, je suis d'accord avec vous, messieurs. Globalement, juste, je voulais rajouter un petit truc sur Nantes. Et c'est vrai que c'est dommage quand même sur ce point-là qu'on n'ait pas de Nantais pour ce soir. Parce que collectivement, on a quand même vu une équipe de Nantes qui avait un système hybride, comme je pense, quelque chose ce à quoi ça pourrait ressembler dans quelques temps côté AGS, ce qu'on a eu sur le dernier match de prépa avec le rôle un peu hybride d'El Azouzi qui sortait de la défense à 3 avec ballon pour aller aider au milieu de terrain. Et Nantes avec un 5-4-1, 5-4-1 avec ballon, avec Francis Coquelin, je crois, qui revenait dans la défense centrale. Et je trouve que ça faisait vraiment quelque chose d'intéressant. On voit qu'encore une fois, le rôle des pistons très intéressant. Enfin voilà. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'aurais bien aimé savoir si c'était un schéma, un système mis en place de manière régulière au FC Nantes. Voilà, pour parler individuellement de la GIA, bah, vous avez quand même très très bien résumé les choses. Il y a quand même un truc que je veux souligner, effectivement, je sais plus, je crois que c'est Azoptic qui le dit dans le chat, effectivement, Sinayoko a été quand même bougé physiquement. Physiquement, il a quand même eu du mal, effectivement, Likone, tu le disais, face à Waziem Tati. On a quand même vu une super qualité de passe de Sinayoko. Il a quand même fait la passe qu'il donne à Namasso pour son 1v1, pour son face-à-face arrêté par Lopez. C'est des passes qu'il faisait pas avant. Et Mm. pour le coup, je pense que presque.
avec la forme qu'a Sinayoko, les qualités qu'il développe, les qualités de frappe. On a vu aussi sa frappe du gauche dans le petit filet. C'est des frappes qu'il pouvait pas faire. Enfin, ouais, il a clairement pris en qualité de frappe, en frappe de balle. Et puis avec ce décrochage, ce jeu dos au but pour le coup, où je le trouve plutôt performant. Pourquoi pas voir si on était amené dans la saison à revoir ce système un peu hybride 4-2-3-1. Pourquoi pas voir Sinayoko finalement qui tourne autour de Namaso. Je sais pas si Namaso a les qualités pures pour être ce finisseur. Ce finisseur, il loupe son face-à-face, mais ça peut arriver à tous les attaquants. Mais en tout cas, voilà, pourquoi pas voir Sinayoko tourner autour de Namaso dans le futur de la saison. On y revient, on verra si ce système à deux attaquants est remis en place. Individuellement, effectivement, tu l'as dit, Likonel, c'est ce que je voulais notifier avant de te donner la parole, c'était Senaya. Senaya que je trouve pour le coup beaucoup plus à l'aise dans une défense à 4. Il n'a pas les qualités qu'a Hoover techniquement, mais par contre physiquement, on sent que dans le duel défensif, la technique défensive, la gestion de la profondeur, etc., je trouve qu'il est très bon. On voit que les qualités qu'il a, c'est vraiment la lecture du jeu défensivement, il est bon. À l'épaule, je trouve qu'au duel, il est bon aussi. Plus de mal dans la projection, par contre, Hoover, on le voit moins à l'aise techniquement dans les dédoublements, dans les 1-2, dans les jambes, dans les petits espaces. Mais voilà, il va avoir des qualités. Malgré tout, je pense qu'on va repasser à 5, à voir si lui arrive à s'adapter à ce rôle de piston avec plus de présence offensive. Et puis oui, vous l'avez dit, El Azouzi, clairement, on voit qu'il va prendre de l'importance dans une défense à 5. Il va avoir ce rôle de premier relanceur. Et je pense que quand autour de Sierralta, tu as Oussama El Azouzi et Clément Akpa, tu es plutôt serein après la récupération du ballon. On connaît la qualité de passe de Clément Akpa sur les transversales, ne pas se précipiter sous pression, etc. El Azouzi, j'ai l'impression qu'il a les mêmes qualités. Il a même, alors c'était sur la toute fin de match contre Nantes, mais il y a eu quand même beaucoup de dépassements de fonction où finalement il pouvait porter le ballon sur 20-30 mètres pour faire progresser le bloc. C'est des qualités, c'est des très bonnes qualités pour un central relanceur. On va voir. On va voir de quoi il est capable, parce que en même temps, il a eu un duel au sol à gérer avec Ablin, et il l'a très très bien géré, alors qu'Ablin, ça court quand même très vite, et c'est costaud à l'épaule. Mais Oussama Azzouzi a vraiment géré son duel. Donc voilà, côté performance individuelle, il y a quand même du positif à tirer. Effectivement, Kevin Danois. Et puis, je sais plus qu'est-ce qu'il le disait dans le chat, je me demande si c'est pas Azoptique encore une fois pour Haussmann. Effectivement, tu l'as dit, Liconé, il y a du déchet. Malgré tout, c'est évidemment notre ailier qui apporte le plus de danger. Alors, c'est pas du tout, je pense, les mêmes qualités qu'un Casimir. Et Casimir donne beaucoup plus physiquement, il va beaucoup plus aider Senaya sur son côté. Par contre, Haussmann, dès qu'il est lancé, il y a du déchet, mais il arrive quand même à faire des différences par sa vivacité, ses changements de rythme, la très, très grosse fréquence d'appui, etc. Je trouve que il est intéressant sur ces qualités-là. On voit qu'il peut être aussi performant dans la dernière passe parce qu'à Nice, il donne un super ballon à Sinayoko. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un joueur sur lequel on va s'appuyer. Voilà, globalement, sur les performances individuelles, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Évidemment, le Penant Lopez à Nantes, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Amiens que j'avais trouvé assez bon sur le côté droit. Et si quand même côté Agia, toujours Lasso Koulibaly, je trouve qu'il est intéressant sur ses entrées. Et pour le coup, je trouve qu'il a cette qualité pour tenir le ballon qu'a moins Josué Casimir pour tenir le ballon, rentrer à l'intérieur, pourquoi pas pouvoir écarter le jeu, orienter sur la gauche, etc. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Effectivement, KO dans le chat le dit, Oussama El Azouzi quand même qui s'est retrouvé à l'avant-dernière passe, il me semble, sur l'assaut Koulibaly, sur le but refusé pour hors-jeu. Sa déviation talonnade, c'est quand même. Enfin voilà, tous les joueurs ne se la seraient pas permis, d'autant moins avec cette qualité-là et cette précision-là. Bon, finalement, le but est refusé. D'ailleurs, pour le coup, belle finition de Namasso qui l'avait parfaitement terminé. Donc, voilà, dommage. Globalement, sur ce match-là, je trouve qu'il peut quand même y avoir des regrets parce que c'est un match où tu domines. Il y avait des blessures, il y avait le mercato, etc. Il y a plein de circonstances qu'on pourrait qualifier d'atténuantes, mais finalement, on peut pas s'en remettre à ça. Il y avait quand même un 11 cohérent sur le terrain. Et c'est quand même dommage qu'on ait toujours ce problème-là face au bloc bas.
Toujours les équipes qui nous laissent le ballon nous posent problème. Et je pense que c'est pas non plus anodin que Pélissier ait voulu renforcer la présence dans la surface. Malgré tout, il faut être très bon dans les petits espaces sur un bloc bas. Et là, pour le coup, j'ai pas trouvé ces qualités-là en Amasso. Donc voilà, c'est le petit point négatif. Mais sur le côté individuel, messieurs, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je crois Je pense aussi. on a à peu près fait le tour. Pour finir sur ce match-là, l'habituel top flop, on n'a pas l'habitude, j'ai pas l'habitude de faire le top flop si tôt dans la soirée, une demi-heure à peu près d'émission, et on est déjà parti pour le top flop, mais on a tellement de choses, on a tellement de choses à débriefer après sur le côté mercato que on accélère un petit peu sur le match face à Nantes. En plus, la prestation est assez frustrante, donc voilà. Top flop. Euh, Joueur ou n'importe quoi autour du match, ça peut être un fait de jeu, ça peut être l'arbitrage, ça peut être un tifo, ça peut être n'importe quoi. Et messieurs, je vous prends un peu de cours si vous voulez, je peux commencer comme ça, je vous laisse réfléchir. On y va Vas-y, vas-y. J'ai quelques idées, mais ça va peut-être pour moi me permettre d'affiner avec ce que tu as à dire. Ok, ok, on fait ça. Euh, alors finalement, c'est un top flop là en réfléchissant qui vont être corrélés, on va dire. Euh, le top, on va dire, c'est le, le fait que le staff ait saisi l'opportunité d'un changement tactique. Je pense que c'était intéressant face à un bloc bas. Il y avait quelque chose à faire. C'est aussi un système qui va permettre qui aurait permis à certains joueurs de s'épanouir. Je pense à Danmoa Wusu, je pense à Senaya. Malgré tout, et c'est aussi un flop, je trouve qu'on n'a pas réussi à suffisamment bien l'adapter, et que finalement ce système-là met quand même en difficulté la défense. Gideon Mensah est un piston. Clément Akpa a été complètement largué sur ce match-là avec parfois des positionnements. euh, C'était absolument n'importe quoi de le voir parfois presque sortir tellement loin qu'il était à la même hauteur que les milieux, parfois complètement excentré. Elisha Owusu, on se rend pas compte sur ce match-là le rôle tellement clé qu'il a de voir sur énormément de séquences et de phases où on perd le ballon au milieu de terrain, de voir très très vite pallier le positionnement complètement aléatoire d'Akpa qui devait finalement, enfin qui était complètement à l'abordage et Oussou qui a pallié ça pour essayer de faire front aux offensives le temps que Akpa se replace. Alors il a quand même cette qualité de très très vite se replacer, c'est un joueur qui est assez rapide, mais finalement tu peux pas jouer avec un défenseur qui se positionne latéral gauche, milieu, tu sais pas où il est. Donc voilà, pour le coup très très compliqué en défense avec Siralta Akpa qui manquait clairement de repères, d'automatisme. Pour répondre juste brièvement à la question de Steph Nico dans le chat, si ce qui t'intéresse c'est le mercato, tu n'as rien loupé. On est en train de terminer le débrief du match, les top flops. Alex, si tu veux y aller, tu m'as dit que tu avais des idées. Si tu veux y aller sur ton top flop. Vraiment en top, parce que je pense qu'on peut en parler, c'est le parcage auxerrois quand même, qui a été une nouvelle fois, qui a été une nouvelle fois très très bien garni. Je pense qu'on est quasiment à envoyer les photos quasiment à guichet fermé sur le parcage nantais. Déjà à Nice, pour le coup j'avais été, on était très nombreux. Donc je trouve ça vraiment bien je trouve ça cool que l'élan soit toujours présent du coup autour de l'équipe, que les supporters puissent faire le déplacement aux quatre coins de la France. Donc je trouve que c'est quand même un bon point positif pour notre club qui n'est pas très grand. Et du coup, je pense que c'est vraiment un point fort qui peut aussi aider l'équipe, les joueurs sur cette année, même à l'extérieur. Et Carrément. sur les flops, je pense que comme tu disais, Clément Akpa, c'est compliqué. Déjà à Nice, forcément, il y a son CSC 4 pages. On ne retrouve pas pour le moment le Clément Akpa qui a pu être très très bon l'année dernière, que ce soit à 5 ou à 4. Donc ouais, c'est un peu en danger. Du coup, comme tu disais, avec Siralta, du coup, qui est pas très bon en profondeur, on l'a vu. Donc c'est vrai qu'un Siralta pas très bon en profondeur et Agpa qui est pas forcément en très grande confiance sur ce début de saison, c'est pas simple du coup au niveau de notre défense centrale. Et avec El Azuzi, j'espère que ça aidera pas mal et qu'il pourra compenser du coup ces deux de la paire à côté. Ouais, je suis d'accord, je pense qu'effectivement,
Je crois que c'est Lupiluc qui le dit dans le chat, c'est pas pour rien si Sierralta est sorti à l'heure de jeu. Effectivement, je pense que El Azzouzi va vraiment avoir une importance cette saison. En plus, avec ce rôle hybride, cette qualité technique, à la relance, assez bon dans les duels, je pense vraiment qu'il va avoir une carte à jouer et que dès la. Alors là, il est parti avec le Maroc, je crois qu'il a été sélectionné avec le Maroc sur Ouais, ce rassemblement. tout à fait. Mais à mon avis, il est directement dans les plans de jeu de Pélissier. Il va prendre un peu de minutes avec le Maroc, il va pouvoir se mettre en forme. Et je pense que clairement, il va être titulaire contre Monaco. Il y a juste Lucky Luke, avant ton top flop, Liconé, qui met dans le chat. Face à Nantes, il nous manque un d'essai titulaire, on ne l'a pas pris. Un créatif au milieu pour le liant, on ne l'a pas pris. Il nous manque un tireur de coup de pied arrêté. Effectivement, c'est vrai que c'est aussi un problème, ces coups de pied arrêtés. On a vu une espèce de combinaison à deux avec Casimir Danois, mais finalement qui arrivait jamais dans la surface. Et Danois sur les. Casimir, pardon, que ce soit sur les corners tirés direct ou sur les deuxièmes ballons après combinaison. C'était toujours très très compliqué pour lui de lever le ballon tout simplement pour essayer de le mettre au moins au point de pénalty. À tel point que Danois en a pris un ou deux des corners, si je me trompe pas, en fin de première mi-temps. Donc voilà, et il finit en disant on avait malgré tout un 9 sur le banc au cas où, et on l'a perdu. On va revenir juste après sur la fin du mercato. N'hésitez pas dans le chat à nous donner vos top flops sur ce match-là, que ce soit aussi bien côté Auxerre que Nantes. Il y a quand même du positif à tirer de ce match-là, malgré la défaite, comme face à Nice une semaine plus tôt. Liconé, je te laisse y aller sur ton top flop. Eh ben, les flops, tu m'as donné une idée. C'est vrai que j'ai eu un flash, mais les coups de pied arrêtés de Casimir. Non, stop, il faut arrêter. Ouais, ça fait 3 matchs qu'il tire tous les coups de pied arrêtés. Est-ce qu'il en a tiré un correctement? Je suis pas sûr. Alors après, Ouais, c'est Danois, ça a été compliqué. mieux. Mais Casimir, les coups de pied, il a sur un modo de qualité. Je ne vais pas lui tirer dessus. Mais les coups de pied arrêtés, non. Il faut laisser aux autres l'opportunité de s'exprimer. En plus, contre des blocs comme ça, bas, contre des blocs bas, contre Nantes, on sait que on peut faire la diff sur coup de pied arrêté, sur un corner, sur un coup franc un peu avancé, entrée de surface. On peut faire la diff. Il y a un autre flop, enfin, c'est pas vraiment un flop, mais il y a un changement qui m'a surpris. C'est quand dans les dernières 20 minutes, on part sur un système avec 4 offensifs. Jusque-là, je suis très content. Et encore sur le banc, on n'avait que Théobert, vraiment qui pouvait remplacer un Sina ou un Amasso. C'est là que moi, j'aurais bien aimé voir justement Onaïwu en sortie de banc. Je pense que contre ce genre d'équipe, il aurait pu être intéressant. Mais c'est l'entrée d'Obgard ailier gauche. Alors, il fait en soi, il fait une bonne entrée, je dis pas le contraire. Mais j'aurais bien aimé voir Sina plus dans un rôle qu'il avait la saison dernière sur un côté et de faire entrer un vrai neuf en pivot, Théobert, mais ou même un autre attaquant. Mais là, on n'avait que lui sur le banc. Et j'ai trouvé ça un petit peu frileux parce qu'on était mené à 0. On part avec 4 offensifs, donc on voulait vraiment forcer la décision. Et enfin, pour moi, c'est se ravisant en faisant rentrer Obgard, même si encore une fois, il fait une bonne entrée. Mais j'aurais préféré revoir Siniako plus sur un côté et nous permettre d'avoir un Baer en pivot, faire des déviations avec un Amasso et qui lui tourne autour. Mais voilà. Après, les tops, non, flop aussi, je vais mettre Serralta parce que il fait un début de saison très très compliqué. Et en top, je vais mettre Senaya parce que je lui ai beaucoup tiré de chance début de saison. Je trouvais que on partait de loin. Et alors après, il vient d'arriver aussi, il faut le temps qu'il s'habitue. C'est vrai que tu l'as dit, mais devant, ça combine mal avec Casimir. Mais bon, c'est Casimir, donc est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je sais pas, mais Senaya monte en puissance et ce sera mon top sur ce match. Eh ben, très bien, moi je suis d'accord avec toi. En plus, je suis très très content de l'arrivée de Marvin Senaya. Je l'avais dit dans la première émission de la saison, le débrief mercato avec Simon et Sapiens. Pour le coup, j'étais vraiment content de l'arrivée de Senaya. Euh, Luc dans le chat qui dit le meilleur CPA de Casimir, c'était son penalty sur la barre. Euh, taquin, taquin. Euh, non, effectivement, il y a eu quelques flops. L'entrée d'Obgard, alors Pélissier, il est quand même adepte, je trouve, de ces changements qui, pendant 10 minutes, ils sont là et 10 minutes après, il refait des changements qui viennent tout rééquilibrer. Là, on a vu Mensah est sorti, Odegaard a baissé d'un cran, si je me trompe pas. Mais effectivement, Odegaard ailier gauche, quant à la Koulibaly sur le banc, un poste qu'il a absolument jamais adopté. Enfin, c'est vrai que ça m'a aussi questionné.
Et ça me questionne, on va y revenir juste après, sur ce mercato, encore une fois. On en est quand même rendu à faire, au 30 août, à faire rentrer Frédéric Hoppegaard sur l'aile, enfin voilà, pour créer du danger offensivement. À part de l'énergie, parce qu'effectivement, c'est un joueur qui va mettre de l'énergie, qui va faire beaucoup d'efforts. C'est quand même relativement compliqué pour lui. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment des qualités qu'on attend de lui sur ce poste d'ailier. Euh, Juste avant de passer au mercato, je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus dans le chat. Je sais que vous êtes là pour ça. En tout cas, ça me fait très plaisir qu'on soit encore presque 50. C'est complètement fou. Donc, merci beaucoup. Juste avant ça, messieurs, et rapidement, vous aussi dans le chat, euh, voilà, c'est la première trêve de la saison, elle arrive extrêmement vite, même beaucoup trop vite. 3 matchs, le mercato se termine et on n'a même plus le droit de voir notre équipe jouer. Avant dans 15 jours et la réception de Monaco, d'ailleurs la programmation est tombée, ce sera le samedi soir à 21h. J'ai l'impression que pour l'instant la Ligue nous aime bien et nous fait beaucoup jouer hors multiplex 17h. Voilà, donc pour notre plus grand plaisir, on retrouvera la baie des Champs donc le samedi 13 septembre, il me semble, à 21h contre Monaco. Rapidement, le bilan avant la trêve, donc 3 matchs. Le championnat qui commence par une victoire 1-0 face à Lorient, puis 2 défaites, 3-1 à Nice et 1-0 à Nantes. Alex, est-ce que toi, tu t'attendais à mieux? Est-ce que ce bilan, il est un poil négatif? Bah, il a un point négatif sur le plan comptable. Après, je trouve que du coup, il est plutôt encourageant au niveau du jeu. Je pense qu'on était plutôt, moi le premier, assez inquiet après les 2 derniers matchs amicaux contre Levante ou Ipswich, où on prend quand même, pas de tôle, mais certes, il y a eu la prépa physique qui était assez éprouvante, je le comprends bien, mais c'est vrai que du coup, voir perdre 0-3, 0-2 à domicile, pas marquer de but, il y avait quand même la peur pour moi en tout cas, qui s'était installée. Donc je trouve que d'avoir gagné quand même 1-0 à Lorient, puis bon certes après enchaîné sur 2 défaites, mais les contenus ils sont plutôt encourageants. Donc non, à voir, je trouve que il est un point négatif, je dirais, sur le plan comptable. Après, pour le moment, j'ai envie de dire qu'on est dans notre championnat, on n'est pas relégable, on n'est pas du tout largué ni quoi que ce soit. On est à -2 en différence de but. Metz, par exemple, qui est déjà à -5 avec 0 point ou autre. Donc, je trouve que voilà, pour moi, on est dans les standards qu'on pouvait attendre et pas espérer, mais au moins qu'on pouvait attendre au minimum avec ces 3 points pris, ces trois points pris et puis un contenu qui est quand même qui est plutôt encourageant par rapport à ce qu'on avait vu en fin de trêve. Ouais, je suis d'accord, la Sardine le dit aussi dans le chat, bilan comptable négatif, mais sur le jeu, on a des motifs d'espoir. Et presque, si j'ai envie de dire, ce qui est paradoxal, c'est que c'est sur les 2 défaites où on a le plus de motifs d'espoir. Contre Lorient, c'était mieux qu'en prépa, y a rien à dire, mais ça avait quand même été compliqué sur certains aspects. Contre Nice et contre Nantes, à l'extérieur, finalement, je trouve qu'on fait des prestations plutôt encourageantes. Liconé, toi, pour toi, est-ce que, et donnez-nous votre avis dans le chat, on en parlera avec plaisir. Est-ce que selon toi, le bilan de la GIA là, à la trêve début septembre, est-ce qu'il est négatif? Négatif, je sais pas, c'est vrai qu'il y a eu que 3 matchs, et comme le dit Alex, c'est frustrant en fait, parce que limite le seul match où on gagne, moi, je trouve que dans le jeu, on est horrible, on est dégueulasse, en plus c'est à domicile. Et la saison dernière, on était en difficulté à l'extérieur, et là, ben, allez, tu te retrouves jouer 2 fois d'affilée à l'extérieur. Contre Nice, tu fais vraiment un bon match, même quand Léon se fait exclure en première mi-temps, si je dis pas de bêtises. La deuxième mi-temps, franchement, on les regarde dans les yeux et on n'a pas à rougir. Et là, contre Nantes, c'est pareil. Dans le jeu, c'est encourageant. On tente des choses. On essaye de mettre un peu plus d'allant offensivement. Et malheureusement, pour l'instant, ça paye pas. Alors aussi, faut oublier qu'on a plein de nouvelles recrues. Il faut le temps qu'ils travaillent les automatismes. Donc, d'un côté, la trêve qui arrive très vite, c'est chiant pour nous parce que on verra plus la GIA. Mais je me dis, d'un autre côté, ça va permettre de peut-être peaufiner ces derniers réglages et d'attaquer après la trêve en tambour battant. Mais négatif, non, mais c'est frustrant, quoi. Alors, d'un point de vue comptable, tu te dis, tu fais que 3 points, alors contre Nice, je pense que personne n'avait coché de prendre 3 points. En revanche, contre Nantes, on espérait forcément mieux, donc c'est frustrant, mais il n'y a pas de quoi de tirer la sonnette d'alarme non plus.
Ouais, je suis d'accord. Là, il nous reste parce que la première émission, il me semble que j'avais demandé, voilà, dans le chat à quoi s'attendaient les gens. Et là, il nous reste Monaco et le dernier match, il me semble que c'est Toulouse, si je me trompe pas. Le cinquième match, on va dire, enfin le match après Monaco, si je me trompe pas, il me semble que c'est Toulouse. Et on était pour beaucoup aux alentours des 5 6 points. Finalement, on en a 3 contre Lorient. Il nous reste Monaco-Toulouse pour essayer d'en prendre voilà, 2 ou 3 selon les pronostics de chacun. C'est assez cohérent. Contre Monaco, ce sera effectivement très très compliqué. Monaco, il y a une armada offensive, il y a des joueurs d'une qualité technique assez folle. Et je me rappelle du match de la saison dernière, pour le coup, à la Baie des Champs. Il me semble que ça fait, euh, il me semble que ça fait 3-0 à la maison et Monaco est largement au-dessus. On les avait d'ailleurs joués en début de saison aussi, pareil. Mais Monaco largement au-dessus. Après, contre Toulouse, il me semble que c'est au stadium, mais pourquoi pas prendre des points. Là, on est à 3 points, effectivement, il n'y a rien d'alarmant. Et comme vous l'avez dit tous les deux, Alex et Liconé, effectivement, il y a des facteurs positifs, il y a des facteurs encourageants, il y a des motifs d'espoir pour la suite. Donc voilà, Choubac après dit dans le chat, effectivement, plutôt encourageant dans le jeu, mais pas forcément des points au final. Est-ce que vaut mieux marquer des points ou avoir un jeu intéressant? C'est toute la question. Avec seulement un jeu intéressant, on n'arrive à rien, mais avec un jeu intéressant et des points, ce qui, on espère, va se produire, bah, on pourra faire une belle saison. Pour faire une belle saison, il faut aussi des joueurs sur le terrain, et c'est ce dont on va parler tout de suite. Je vous affiche sur la droite de votre écran le bilan des départs. C'est pas tous les départs définitifs, mais c'est les départs en toute fin de mercato, on va dire la dernière semaine, avec d'abord Paul Joly qui signe en prêt avec option d'achat, si je ne me trompe pas, avec Kaiserslautern. Gabriel Ocho et Saada Gouzoul, deux solutions en défense centrale, notamment Gabriel Ocho, hein, qui avait fait quand même la prépa, plus les 2 premiers matchs de championnat avec des performances correctes. Même sa première mi-temps à Nice était carrément bonne, même, enfin était voilà, correcte. Parti à Cardiff en D3 anglaise. Saada Gouzoul à l'Omonia Nicosie qui va jouer la Conference League, si je ne me trompe pas. Victor Mayela qui a été libéré par le club avec un pourcentage à la revente à Dunkerque. Comme tu l'as dit, Alex, il me semble que c'est toi qui as fait un tweet sur Dunkerque Ouais, ouais. en parlant 5 anciens Serrois. ouais, de Géorgène, Zéa, Zosu, Mayela, qui est le Et cinquième. Sylvestre qui arrive aujourd'hui aussi. Eddie Sylvestre? Ouais. Oh la vache, joueur frisson, un peu joueur kiffant. Et puis la GIA a annoncé aujourd'hui, donc du coup Victor Mayela, effectivement, Eros Madi en prêt, je sais pas si c'est un prêt sec, il me semble que c'est un prêt sec à Laval. Et puis Baer qui est prêté avec option d'achat à Lausanne et Adonaiwu à Magdebourg en D2 allemande. Transfert définitif. Ça fait quand même beaucoup de départs pour une toute dernière journée, avec finalement des joueurs, très bien, sur le papier, on se dit, des joueurs qui n'ont pas forcément de perspective de temps de jeu cette saison. Des arrivées vont forcément arriver pour la quantité, pour pouvoir pallier au départ de certains joueurs à la canne, pour pouvoir pallier aux certaines blessures potentielles, et même pour pouvoir faire tourner l'effectif, faire un peu de concurrence. Et finalement, rien de tout ça, Alex. La GIA qui tweet à 20h10, 10 minutes après la clôture du mercato en France, que c'est terminé, le casting est complet, 7 recrues. Donc voilà, les recrues qu'on connaît, la dernière en date d'Anina Namasso. Voilà, 7 recrues avec des joueurs de qualité, évidemment, mais ça paraît un peu court en quantité tout ça. Bah, je suis d'accord avec toi que du coup, qualitativement, bah, on est servi. Quantitativement, bah, on a eu beaucoup plus de départs que d'arrivées. Moi, je suis plutôt positif sur ces départs parce que je trouve qu'on avait besoin un peu de forcément dégraisser l'effectif qui était assez imposant et du coup, tous ces joueurs, on va dire qu'on s'en servait pas ou très peu ou qui étaient juste là pour faire le nombre au final sur le banc et ou en tout cas en tant que réserviste et du coup qui entraient pas du tout. Donc ils entraient pas forcément dans les plans de jeu de Pélissier. Donc je trouve que c'est bien de les avoir dégraissés. Après, ça aurait été quand même pas mal une ou deux arrivées en plus parce que c'est vrai que s'il y en a un ou deux qui se blessent, qu'on n'espère pas évidemment, mais s'il y en a un ou deux qui se blessent, c'est vrai que ça fait un peu, sûrement un peu light sur le papier. Donc à voir. Après, on sait qu'il y aura aussi
les joueurs libres qu'on peut signer après. Donc, à voir. Par exemple, Bilal Brahimi qui est de Nice là, qui s'en va du club, donc qui s'en va de Nice. Donc, à voir aussi ce qui peut être mis sur le marché et voir si on en prend un ou deux pour renforcer un peu l'effectif, voir ce qui reste. Donc, à voir, mais c'est sûr que quantitativement, c'est pas simple. Mais bon, on verra tout ça. Ouais, finalement, il y a assez peu de postes où, je parle purement en termes quantitatifs, hein, sans parler de qualité, il y a assez peu de postes où on est doublé et sûr d'être doublé. On peut parler du poste de gardien, les deux postes pistons. Je parle pas de qualité, hein, évidemment, je parle vraiment de quantité. Au milieu de terrain, on a quatre joueurs pour deux titulaires, donc a priori, ça devrait aller. Sur le devant, enfin en attaque, ça paraît un peu plus juste et surtout en défense centrale, l'Ikoné, c'est quand même des secteurs où ça va être compliqué. Encore une fois, je parle pas de qualité, évidemment, il y a des profils manquants, même à des postes où on est doublé, hein. Mais ouais, moi déjà, par rapport au mercato, quand je vois le 4-4-2 ou 4-2-3 qu'on sort contre Nantes, bah, je me dis là, ce système-là, on peut l'oublier. Parce que tu fais partir Ber et Onaïwu. Pourquoi pas? Il manque de temps de jeu. Bon, j'ai beau adorer Ber, mais il faut que je sois un minimum lucide. Ça reste un échec, c'est dommage. Mais je me dis, en plus, il y avait des rumeurs concernant ses camarades de Strasbourg. Strasbourg qui a fermé un mercato XXL, ils ont recruté 17 joueurs. Bon, ils auraient pu nous laisser Sekou mais du coup, là, ben, compliqué parce que si tu joues à 3 devant, tu as Osman, Sina et soit Namasso, soit Casimir ou Koulibaly, mais quand la CAN va arriver, on est à poil devant. Alors, à moins qu'on mette un jeune du centre, pourquoi pas? Mais je suis inquiet même défensivement parce que le départ de Ocho, c'est vrai que c'était un départ surprise. Diomandé, j'ai vu qu'à un moment donné, il était en instance de départ, fin, en instance de départ, mais il y avait des rumeurs de lui, notamment en Allemagne. Il est resté, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose, mais même défensivement, je trouve on est trop juste. Serralta, faut le temps qu'il se mette au niveau. Diomandé, il est souvent embêté par les blessures. Même si tu joues à trois axios, donc tu as Akpa, Sierralta, Diomandé ou El Azouzi, mais Azouzi et Diomandé, c'est des joueurs qui se blessent très régulièrement. Donc après, on a qui derrière? Il y a le jeune Siwe que j'ai trouvé très prometteur, j'ai trouvé très intéressant dans les matchs de préparation. Et bon, c'est pas de sa faute. Malheureusement, il s'avère qu'il est blessé aussi. Donc, j'ai un peu peur qu'on soit court sur le mercato. Ouais, je suis d'accord avec toi. La saison dernière, on avait vu certains joueurs, pour le coup, on avait utilisé beaucoup certains joueurs sur la première phase, Kevin Danois, Elisha Owusu, qui avait quand même baissé le pied, Kevin Danois qui a eu du mal à se remettre de ses blessures en deuxième partie de Mm. saison. Je sais que Pélissier est adepte des effectifs relativement courts, mais il faut être réaliste, aussi bien en termes de quantité que de qualité, quand tu sais qu'il y a une CAN qui arrive cet hiver. Alors certes, elle va être moins embêtante que la saison dernière ou la saison C'est d'avant, vrai. je sais plus, parce qu'il me semble qu'il y a que deux matchs qui tombent, deux ou trois matchs maximum qui tombent pendant la CAN en fonction de la programmation. Mais quand même, il y a un moment où là, t'as pas de concurrence. Là, au point où on en est, on en parlait un peu en backstage avec Alex. Ryan Rodin va être obligatoirement pris en compte dans la concurrence. Ryan Rodin, c'est quand même un joueur qu'on a fait jouer une demi-heure, il me semble, sur le premier match de prépa, qu'on a ensuite pas emmené en stage de préparation, qu'on a laissé volontairement avec l'équipe réserve. C'est un choix. L'équipe réserve en National 3, c'est déjà un bon niveau pour un joueur qui s'est blessé la saison dernière assez gravement. Il revient bien, mais là, clairement, on est obligé de prendre Ryan Rodin pardon, dans les plans au poste de numéro 9. Surtout si on prévoit de faire tourner Namasso, pourquoi pas le faire jouer dans le demi-espace gauche. Voilà, clairement, il va y avoir des complications. On sait qu'il y a déjà Rudy Matondo, Elikia Legros, Teli Siwe. Donc, compter sur la formation, c'est une très bonne chose. Malgré tout, j'ai pas l'impression que le staff technique, à savoir l'entraîneur, l'entraîneur adjoint, etc., avait réellement l'intention d'intégrer des joueurs comme comme Ryan Rodin, pardon. Elikia Legros était dans le groupe ce week-end, mais je ne sais pas s'il avait vraiment vocation à y rester à longue durée.
Je pense, et effectivement, je sais plus qui l'a mis dans le chat, c'est Black Swan qui dit effectivement Pélissier, alors pas individuellement, hein, parce que Pélissier était au courant de la situation du club, ça travaille, je pense, très en collaboration étroite entre Baptiste Malherbe, James Zou, Christophe Pélissier, etc. J'ai pas du tout de mal à croire que, enfin, je pense pas que Pélissier soit surpris là aujourd'hui, le 1er septembre à 21h30, de l'état de son effectif. Malgré tout, faut encore voir l'effectif avec lequel il doit composer. Et en réalité, il y avait quand même énormément de temps. J'ai vu pas mal de personnes le dire. On s'est maintenu début mai, mi-mai, si je me trompe pas. Non, même début mai, si je me trompe pas. On avait quand même 4 mois pour travailler. On a eu des pistes en toute fin de mercato où finalement, je pense que ça ressemblait à des opportunités de marché avec Yacine Adli, avec Bardelli de Dunkerque, dont on a parlé, reparlé, re-reparlé dans la baie des Briefs parce que c'est un joueur pétri de qualité qui nous aurait fait extrêmement de bien au milieu de terrain pour apporter un petit peu de qualité technique, un profil différent. Yacine Adli, et puis effectivement, tu l'as dit, Likoné, on a parlé de Sekoumara. Sur le papier, et je crois, je sais plus qui est-ce qui le disait dans le chat, je me demande si c'est pas Lupiluc, voilà, Lupiluc qui le disait. Effectivement, tu fais partir Baer et Ado Onaiwu aujourd'hui. Bon, tu dégraisses des attaquants qui collaient pas forcément au système. Pélissier s'était résigné à utiliser, j'ai l'impression, Ado Onaiwu. C'est une bonne chose sur le papier, mais il te faut obligatoirement quelqu'un. Donc là, tu pars avec, tu pars avec sur le côté droit Casimir Koulibaly, Namaso Sinayoko, et à gauche Osman, avec du coup Rodin en backup en pointe. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Est-ce que j'oublie quelqu'un sur un côté? J'ai pas l'impression. Je vais reprendre le tweet de l'excellent Alex Agia qui nous a déjà fait un effectif un peu, enfin une image effectif sur Twitter. Je vais pas vous l'afficher parce que j'ai pas son autorisation, même si je pense que ça le dérange pas, mais je vais pas vous l'afficher. Mais voilà, sur le côté gauche, Osman Koulibaly, avec Koulibaly aussi qui peut dépanner à droite, Namasso sur la droite, Rodin finalement qui prend une place hyper importante dans la hiérarchie des attaquants. Finalement, ça fait quand même flipper, quoi. Ça fait quand même flipper de se dire que on termine 4 mois de mercato avec certes des arrivées sur des joueurs qualitatifs, mais avec aussi une projection long terme assez restreinte, hein. El Azouzi, c'est un prêt. Dani Namasso, c'est un prêt. Osman, c'est un prêt. Ça fait quand même 3 des 7. En définitive, sont arrivés Sierralta, Senaya, Casimir et j'en ai oublié un parce que La Vinci. Laminsi, tout à fait. Laminsi sur le côté droit qui est arrivé aussi de manière définitive. Concrètement, et c'est la question que je vous pose avec cette image sur le côté droit. Quel est votre avis sur les dernières heures de mercato de la GIA? Et même la question que je vous pose, Alex, si tu veux bien y répondre, selon toi, est-ce que l'effectif de la GIA s'est amélioré ou a régressé sur l'été 2025? Juste petit état des lieux, on a quand même perdu Joubal, Perrin, Traoré et tous les départs de dernière semaine que j'ai cités tout à l'heure, Joly, Agouzoul, Ocho, Ado, Ber, évidemment. Moi, je pense il a un poil régressé parce que c'est vrai que du coup, bah, déjà, on en perd beaucoup. Donc, forcément, on en avait perdu beaucoup dès le début avec Joubal, Perrin, forcément des historiques qui connaissaient bien le jeu de Pélissier. Donc, oui, je pense qu'on en perd un peu. Après, c'est vrai qu'on fait des belles recrues quand même si c'est que des prêts. Et puis, Oui. on n'est jamais à l'abri, hein. On a vu que voilà, avec le centre, pour le coup, ces dernières années, ça n'a pas été le cas toujours. Ça a bien marché, du coup, avec Sina qui est bien monté, avec Kevin aussi danois, Rudy Matondo, du coup, qui prend de la place dans le groupe. Donc, à voir, du coup, avec justement sur des postes clés où on est un peu en difficulté avec le gros aussi, bah, comme Matondo qui a fait l'Euro et finaliste. Et puis, à voir que Ryan Rodin, qu'on me disait aussi, qui est bien revenu de sa blessure. Donc, certes, on va dire en nombre, on a perdu beaucoup en nombre, mais en qualité, à voir ce que ça va donner si justement ces jeunes peuvent être performants sur leur entrée en jeu. Moi, je pense que c'est des joueurs quand même qui ont de la qualité, qui peuvent apporter dans ce groupe. Donc oui, il y a un peu d'inquiétude parce que c'est vrai que
on en a perdu beaucoup et d'un coup et sur les dernières heures. Donc, même si c'était pas des joueurs qui correspondaient, je pense, beaucoup à ce que demandait Pélissier, c'est vrai qu'on a perdu quand même pas mal. Mais moi, j'attends de voir justement ce que peuvent donner ces jeunes, voir si la mayonnaise peut prendre, comme avec Sina qui est monté en puissance, comme avec Danois, et voir ce que peut donner du coup Matondo, Le Gros Matondo, Le Gros et Rodin pour les trois qui risquent d'entrer dans les groupes, et puis à voir si après, au cours de la saison, il y en a d'autres qui font aussi leur apparition. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. N'hésitez pas à nous donner dans le chat votre avis sur les dernières heures du mercato de la GIA comme vous affichez sur la droite de votre écran. Niconé, est-ce que selon toi, du coup, avec le mercato qui s'est terminé de manière un peu sèche finalement pour nous, est-ce que selon toi, on va, comme le dit Alex, compter sur les jeunes? On va être obligé de toute façon de compter sur ces jeunes-là. Mais c'est ça, de toute manière, on n'a pas le choix. Alors après, c'est une bonne chose. On sait que c'est aussi notre histoire du club qui veut ça et c'est très bien. Je remets pas ça en cause. On n'est pas à l'abri d'avoir des bonnes surprises, mais on n'est pas obligé de sortir entre guillemets un crack par saison. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que début de mercato, on sait qu'on va perdre des cadres. On perd Djoubal, on perd Perrin, on perd Traoré et on les remplace devant par entre guillemets des paris. Perrin, l'année dernière, c'est 10 buts, 10 passes D. Traoré, je crois qu'il est pas loin des 10 buts. Et les joueurs que tu recrutes, c'est Casimir, qui je crois n'a mis que 4 ou 5 buts la saison dernière. Et Ousmane, la saison d'avant, c'est pareil, il met que 3 buts. Donc, c'est des joueurs qui ont du potentiel, c'est des jeunes joueurs. Ça, le potentiel est là, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que cette équipe manque de cadre, manque de joueurs d'expérience et même d'un profil différent parce que des profils comme des Haussmann, des Casimir et des Koulibaly, c'est des joueurs qui collent la ligne, qui font qui percutent sur le côté, qui essayent de dribbler. On n'a pas ce profil on va dire mi-ailier, mi-milieu offensif, ce que faisait très bien Perrin la saison dernière et même Traoré, ce profil-là, on l'a pas. Et là, pour moi, on a fait la liste des attaquants qui est courte. Donc tous les postes ne sont pas vraiment doublés et il nous manque vraiment un créateur, un passeur dans cet effectif. Et alors moi, j'ai un nom à vous proposer. C'est un joueur qui n'a pas de club, donc on peut encore le faire signer. C'est Yanis Yadji, qui la saison dernière évoluait au Glasgow. 7 passes D et 4 buts en 23 matchs de championnat, donc c'est pas dégueu. C'est un gaucher aussi, on a très très peu de gauchers dans cet effectif. Et balle au pied, dans sa qualité de passe, même de dribble, même devant le but. C'est un joueur intéressant. Alors peut-être qu'après, en termes de salaire, ça va peut-être bloquer là-dessus, mais c'est le genre de profil que j'aurais bien aimé attirer. Il y a Adli aussi. C'est vrai que quand j'ai vu la rumeur, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas attirer un joueur de ce calibre-là chez nous. Après, je me suis dit, mais on se disait pareil pour Traoré et au final, on l'a quand même fait signer. Là, il y a rien de tout ça qui est arrivé. Il n'y a pas de Bara, il n'y a pas de Adli. Est-ce que c'est pareil? Adli, dans un 4-3-3, t'as Owusu, Danois, Zouzi et attendez, je recommence. T'as Owusu, Danois, Azouzi et Adli, tu dis là, tu as déjà sur le 11 type, tu as du monde et en sortie de banc, tu as des joueurs intéressants. Et là, pour moi, on manque clairement, on a perdu même si on a fait des joueurs qui ont des profils intéressants, je trouve qu'on a perdu et en qualité et en quantité. Donc, faisons confiance au staff, faisons confiance à Pélissier, il nous a rarement déçus, mais je reste mitigé quand même. Pour moi, ce mercato, il est décevant. Ouais, je suis d'accord avec toi sur les pistes. Alex le disait, il me semble, c'était en début de mercato que tu parlais de Bilal Brahimi en début de mercato, en début d'émission, pardon, que tu parlais Ouais, de Brahimi, il me semble, Alex. C'est vrai qu'il va y avoir des profils encore intéressants là sur les toutes prochaines heures. Là, il va y avoir peut-être des joueurs libérés, des clubs qui n'auront pas réussi à s'en séparer, etc. Il va peut-être y avoir des toutes dernières opportunités. Le problème, c'est que là, le mercato est clos et officiellement, la GIA n'a plus le droit de recruter si rien n'a été signé avant 20 heures à moins d'un joker médical, il me semble. Sinon, rien n'a. je crois que tu as les joueurs libres aussi. Les joueurs libres, tu peux les signer quand tu veux. Oui, Justement, oui, c'est vrai. Les Bilal Brahimi et tout ça, justement, c'est des joueurs que tu peux signer hors période de mercato. Donc, C'est je vrai. dis pas qu'il va signer ou autre, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être un profil intéressant
en partie offensive et qui serait pas déconnante du coup, qui serait pas déconnant. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, moi, globalement, j'ai pas envie. C'est vrai que dans le chat, je vois pas mal de personnes, voilà, qui parlent d'une potentielle démission de Christophe Pélissier, qui sera le responsable, on va dire, en cas d'échec et en cas de situation très difficile, etc. Je pense qu'il faut pas être non plus défaitiste à ce point-là. Concrètement, je pense que Pélissier était au courant. Le coach est consulté sur les recrutements. Je vois pas ni Baptiste Malherbe, pardon, ni James Zou faire du recrutement comme ça à la volée sans consulter le coach, etc. Je pense que les profils étaient ciblés. Je pense que sur la qualité, on a des joueurs, on a recruté des joueurs de qualité, ça, il n'y a pas de problème. Après, là où je suis un poil déçu, c'est que pour moi, il manque certains profils. On l'a dit, ce joueur de demi-espace, ce MO créatif type Bardelli, type Yacine Adli, type surtout Gaëtan Perrin, Ahmed Junior Traoré, qu'on a remplacé par des profils totalement différents. Mais je disais la semaine dernière qu'on commençait petit à petit à s'y adapter. Euh, Moi, ce qui me soucie, c'est qu'on a quand même eu beaucoup de temps. On a quand même refusé des offres où finalement tu peux attendre du coup un certain standing de recrutement quand tu te permets de refuser 12 ou 13 millions pour Kevin Danois en mai, quand tu te permets de refuser 8 millions pour Sinayoko. Je connais pas les dessous des transferts, je suis pas un insider. Il y a sûrement voilà, des conditions, des circonstances atténuantes, mais quand tu te permets de refuser entre 15 et 20 millions de transferts sur une fenêtre mercato, de l'autre côté, il faut aussi être en adéquation avec ça. Je trouve qu'on manque un poil d'ambition sur ce recrutement. Il faudra prolonger, effectivement, Lupiluc le dit dans le chat, mais Sinayoko, ça va devenir une affaire obligatoire finalement, parce que si en plus de ça, tu perds Sinayoko libre l'été prochain, ça va être très très compliqué. À voir comment ça se passe. En tout cas, effectivement, on a beaucoup parlé d'Enzo Bardelli, joueur de Dunkerque. Moi, je trouve qu'il manque ce profil créatif. Pour moi, on n'aurait pas fait et Adli et Bardelli parce que selon moi, c'était pour le même besoin. Donc, je pense pas qu'on aurait fait les deux. Mais voilà, après, on verra. Il y a des joueurs libres qui vont être intéressants, c'est sûr. Quel salaire on est prêt à donner? On a quand même libéré là de la masse salariale avec Ado, avec Baer. À eux deux, c'était à mon avis quasiment 100 000 euros mensuels de masse salariale. Enfin voilà, t'as quand même libéré de la masse salariale avec Joly, avec Ocho aussi. Maintenant, est-ce que c'est une feinte, on va dire, du CM de la GIA et que un joueur va être annoncé dans la soirée ou demain, ou est-ce que c'est réel? Auquel cas, effectivement, la saison risque peut être très longue et compliquée. Pour clôturer cette émission, j'avais prévu un petit visuel avec voilà la note sur 10 sur le mercato au global. L'Iconé, si tu veux démarrer, voilà, on a fait à peu près le tour sur ce mercato. Mais est-ce que, voilà, je sais pas si tu as une note à donner sur ce mercato-là. Waouh, compliqué de noter ce mercato. J'ai peur d'être sévère dans ma note, hein, parce que vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense que je suis un peu sévère. Moi, je mettrais 4 sur 10. Non, mais c'est Parce ça. que voilà, on perd des cadres, on les remplace par des paris. Il y a du talent, certes, mais il faut des cadres. Il faut quelqu'un qui est capable, quand il arrive, tout de suite, il est capable de faire la différence. Pas de temps d'adaptation. Il faut que tout de suite, il soit capable de prendre ses marques dans cette équipe, de porter l'équipe vers le haut. Voilà, ce fameux profil créateur, on l'a pas. Derrière, c'est léger. Devant, c'est léger. Ouais, pour moi, franchement, très déçu du mercato. Je vais 4 sur 10. Oui, ça s'entend. Finalement, Alex, note sur ce mercato où, tu l'as si bien dit, on va devoir compter sur des révélations type Kevin Danois un petit peu. Ouais, moi je mettrais quand même la moyenne parce que ouais, pas beaucoup plus au-dessus, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais je pense que on peut être déçu forcément de cette fin de mercato, de ce mercato en général, comme vous l'avez dit, on avait le temps pour le préparer. Après, je pense qu'il n'y a rien d'alarmiste, faut pas être non plus trop alarmiste. Je pense qu'il y a des clubs qui sont bien plus dans la mouise que nous. Alors certes, tu le disais, on a refusé des offres qui sont assez grosses du coup pour des joueurs. Après, je pense que c'était quand même
C'était aussi, ça fait partie du mercato, donc je pense que c'était un gros boulot de les garder. Je pense à Sinayoko, je pense que pour beaucoup, c'est limite le mercato d'avoir la moyenne, parce que pour le garder, je pense que ça a été de longues histoires avec Nice, Lens, toutes les affaires qu'on a pu voir dans les journaux, toutes les rumeurs qu'il y a pu avoir pour que le joueur il puisse rester concentré avec tout ça. Donc je pense que déjà rien que ça, c'était une grosse affaire mercato et qui a été quand même malgré tout bien gérée par le club pour le garder. Et pareil pour Danois, donc je pense que c'est des deux pièces maîtresses, on va dire, du club, donc les avoir gardés, qui connaissent bien déjà le jeu de Pellissier, donc voilà, je pense que certes en mercato il y a les recrues, mais il faut aussi compter les joueurs qu'on a pu garder. Alors certes, il y en a qui sont partis des anciens avec Perrin, Joubal, on en a parlé, mais c'est vrai que du coup d'avoir pu garder malgré tout Donovan Léon, il y a quelques années on ne l'aurait pas dit, mais il fait quand même dans le top 5 l'année dernière des meilleurs gardiens sur l'équipe, d'avoir gardé du coup cette pierre angulaire avec Lassine et Kevin. Donc je pense que déjà rien que ces trois-là, d'avoir pu les garder, c'est quand même une bonne chose. Ouais, Et ça fait partie aussi du mercato. j'ajouterais même effectivement, et c'est aussi pour ça que je mettrais la moyenne à ces mercato, Clément Akpa. Les offres sont forcément arrivées sur la table à un moment pour Clément Akpa. On l'envoyait pas mal en Allemagne, En Allemagne. notamment vers Francfort. Ouais. Mayence aussi était intéressé pendant un moment. Euh, Effectivement, ça fait partie du mercato, avoir réussi à conserver Dono, avoir réussi à conserver Sinali Diomandé aussi, qui a été courtisé en fin de mercato par l'Union Berlin selon les rumeurs, encore une fois. Tu conserves Akpa, tu conserves Kevin Danois, et bon, Lassine Sissoko évidemment, mais il a un peu, ça s'est un peu enflammé sur son cas, parce que moi je l'aurais pas mis en toute fin de saison dernière dans les joueurs à retenir. Je pense que si en fin de saison dernière on m'avait dit offre de 8 millions pour Lassine Sissoko, je sais pas si j'aurais dit il faut le garder. Finalement, fin de mercato, on dit que voilà, garder Sinayoko, ça a été un dossier, je pense, un des dossiers les plus compliqués du mercato. En plus de ça, t'as gardé Kevin Danois. En plus de ça, t'as gardé Clément Akpa. Donc voilà, c'est vrai que c'est des joueurs qu'on a réussi à conserver et c'est quand même assez positif sur ce plan-là. Messieurs, je crois qu'on a à peu près fait le tour sur le mercato. On s'attendait presque à une annonce pendant l'émission. On l'a pas eu. Est-ce qu'on l'aura Ouais. dans les prochaines heures? Est-ce qu'on l'aura demain matin? On y croit, mais plus le temps passe et plus j'ai du mal à y croire. Euh, peut-être une émission arrivera pendant la trêve là, parce que du coup ça fera 15 jours de coupure. Peut-être qu'une émission arrivera. Je sais pas encore ni avec qui, ni quel jour, etc. N'hésitez pas à me suivre hein, sur Twitter pour avoir toutes les informations. Mais pourquoi pas pour débriefer justement ce mercato dans sa globalité, revenir sur toutes les arrivées, tous les départs. Peut-être que d'ici là, on aura eu un ou plusieurs joueurs en plus. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer pendant cette trêve. En tout cas, j'espère que ça va bien travailler, j'en suis sûr, parce qu'on a un staff de qualité. Ça aussi, je pense que un Christophe Pélissier, tous les étés, il y a des clubs qui se posent la question de Christophe Pélissier. Je pense qu'on peut être très heureux de l'avoir à la GIA, un staff qui travaille bien, un staff humble, qui ose toujours se remettre en question. Donc ça fait plaisir. Euh, et ben voilà, j'espère qu'on reviendra armé contre Monaco. Alex Liconnet, merci beaucoup à vous. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas les gars, on n'est pas pressé. Ouais, moi j'avais juste un truc à rajouter, Vas-y, c'est sur vas-y. le cas Sneyoko. Alors moi, quand j'ai entendu les offres, machin, je me suis dit 8 millions, il lui reste un an de contrat, faut foncer. Et je suis d'autant plus surpris, pardon, que il y a la signature surprise de Namasso, quand je vois le genre de profil, quand je vois l'option d'achat qu'on a lu, alors après, je sais pas si c'est avéré ou pas, je me dis, bah ok, on a fait ce pari Namasso, mais c'est que d'un autre côté, on va faire partir Sinayoko. Au final, il est resté. Je dis pas que c'est une mauvaise chose de garder Sinayoko, attention, mais il y a aussi la question contractuelle qui va se poser. Faut pas oublier qu'il a qu'un an de contrat. On sait que maintenant, la Ligue 1, les droits télé, tout ça, ça va être compliqué pour énormément de clubs. On le voit déjà là, c'est très compliqué. Donc, moi, maintenant, ce qui va être le plus important, c'est d'arriver à prolonger la Sissoko, mais limite en lui offrant un bon de sortie. C'est, je veux dire, une connerie, mais si, on va dire, il fait une bonne saison en termes de stats et tout, tu le prolonges pendant le milieu de la saison et tu dis, bah voilà, si on a une offre qui arrive, on te laisse partir, machin et tout.
Donc voilà, faudra pas se louper sur ce cas-là, mais voilà, c'est ce que je voulais rajouter pour Sneyoko. Ouais, je suis d'accord avec toi, faudra pas se louper sur le cas Sinayoko. Après, on verra, c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout évoqué, mais parce qu'on est déjà à plus d'une heure d'émission, mais Black Swan dans le chat qui dit pourquoi pas à l'hiver prendre quelqu'un. Et effectivement, hein, sur la remontée en Ligue 1, on fait une très très bonne deuxième partie de saison parce qu'il y a un mercato hivernal intéressant. Il y a Massengo qui arrive. Euh, Aidez-moi les gars, qui est-ce qui arrive à l'hiver? Isaac Ah, Touré. Isaac Touré, Anoa Massengo, il y a des joueurs qualitatifs qui arrivent à l'hiver et qui nous aident quand même super bien. Donc voilà, effectivement, peut-être que ça arrivera cet hiver. On verra, mais ça va être effectivement compliqué jusque-là. Et je pense qu'on le verra dès Monaco, où effectivement, Yono Radou aussi qui arrive avec 6 mois complètement dingue. Et Euh, Zedatka, non? Je sais plus si les bah, Zedatka, il arrive ah, avant ou là oui, l'hiver. non, non, Zedatka est arrivé à l'hiver aussi, ouais. il y avait eu Ablin aussi, non? Ablin aussi qui est Il me arrivé en semble. prêt, effectivement. Lui, c'était moins une réussite malheureusement pour Oui, lui. bah Je ouais, pense, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on a malheureusement, je pense le que fameux. son deuxième péno à Angers l'a un peu enterré jusqu'à la fin de saison, malheureusement. Effectivement, effectivement. Et pourtant, il avait déjà des qualités, hein. Honnêtement, c'est un. Ah bah oui. Mais avant son péno à rater à Angers, je trouve qu'il est Oui, oui, plutôt intéressant avec nous. Après, c'est vrai que du coup, c'était beaucoup plus compliqué pour lui, je pense, pour se remettre dedans, parce que bah, il était quand même très jeune à l'époque, encore plus jeune que maintenant, avec très très peu d'expérience du coup dans le haut niveau. Donc ouais. Mais, euh, mais voilà. et oui. Et aussi, Facino qui dit dans le chat, Siriki Dembélé, il me semble, qui est arrivé Oui. aussi, Ah, aussi à l'hiver. Euh, Messieurs, merci beaucoup. Encore plus de 40 personnes, c'est complètement dingue. Merci à vous tous d'être là. J'espère que l'émission vous a plu. C'est un peu long, mais on avait quand même pas mal de choses à dire. On a été assez vite sur le match et assez vite pour sur le mercato. Mais voilà, j'espère que c'était une émission sympa pour vous, que c'était intéressant. Alex Liconet, merci beaucoup à vous parce qu'encore hier soir, j'étais un peu en difficulté pour trouver des intervenants. Merci beaucoup. C'est toujours cool de vous recevoir. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve assez rapidement. Je vous promets rien pour l'émission Récap Mercato, mais dans tous les cas, on se retrouvera le lundi, il me semble que ce sera le lundi 15 septembre pour débriefer le match face à Monaco, en espérant d'ici là que l'équipe aura trouvé des bons circuits, aura perfectionné son système encore à 5, que des joueurs auront repris de l'importance. El Azizi Diomandé en défense. On verra, mais en tout cas, c'était encore un plaisir d'animer cette émission avec cette fin de mercato assez triste et cette défaite à Nantes. On déteste toujours autant les trêves internationales qui arrivent encore si tôt dans la saison. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Alex Liconet, merci beaucoup. Pour les absents ou ceux compris en cours de route, l'émission sera dispo évidemment dès demain sur toutes les plateformes. Merci beaucoup les gars, c'était un plaisir. merci à Et toi. puis, allez la GIA. Allez, la GIA. Allez, Gia, merci, bonne soirée.